Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. On parle beaucoup des routines. Routine beauté, routine du matin, le fameux Miracle Morning, routine du soir, routine sportive, et j'en passe. Si on y réfléchit bien, rien que dans le fait d'arriver au travail le matin, on met en place une petite routine. On pose ses affaires, on dit bonjour aux collègues, on prend un café, on ouvre ses emails, on place son stylo préféré bien parallèle avec le clavier de l'ordinateur. Ou pas. En tout cas, tout au long d'une journée de travail, il y a plein d'actions et d'habitudes qui forcément ont des impacts environnementaux plus ou moins forts. Donc voilà, on est sur la fin de l'été. Je me suis dit que ça ferait pas de mal de commencer l'année avec un sujet un peu plus léger, plus personnel aussi. Je me suis donc mise en mode observation pour analyser mes petites habitudes et routines au travail, pour en ressortir les éco-gestes que je fais désormais sans même y réfléchir. Je me suis aussi appuyée sur une infographie numérique de Qu'est-ce qu'on fait, qui utilise des données sourcées par l'ADEME, l'INSEE ou Green IT. Et il s'en passe des choses dans une journée au travail. On va parler de mobilité, de numérique responsable, d'alimentation, de déchets, d'énergie, et je vais vous partager toutes mes astuces, ce que je mets en place au quotidien, pourquoi je le fais, et mes autres conseils selon vos situations. Alors c'est parti, je vous emmène dans une journée de travail avec moi. Bonjour, on va passer la partie de mon réveil et ma morning routine parce que c'est pas le sujet de ce podcast. Elle est plutôt axée sur mon bien-être, je ne pense pas encore au travail. En tout cas, j'essaye de ne pas y penser. Disons que je tente de ne pas y penser jusqu'à ce que ce soit l'heure que j'ouvre mon petit carnet qui me sert à deux choses qui vont être un petit peu en lien avec l'écologie au travail et aussi avec ce podcast qui est un peu comme un travail parallèle sur le sujet pour moi. Donc numéro 1, je relis presque chaque jour mes objectifs et les listes de choses à faire sur le sujet pour pas oublier. Et numéro 2, je programme ce que je dois faire dans la journée ou dans les jours à venir. Je suis une grande procrastinatrice. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Si je ne m'organise pas, je perds un temps précieux où j'aurais pu agir, mais je ne le fais pas parce que je ne sais plus où j'en suis, on verra plus tard, où les idées s'accumulent et ça me paralyse. Donc dès que j'ai une idée, je la note dans mon système d'organisation, que je relis régulièrement, et je planifie les moments où je vais faire le plus important. En fait, c'est ce que je fais dans mon travail et qui fonctionne bien, donc je le reproduis pour ma vie perso et écolo. En tout cas, c'est important pour moi d'être sûre de toujours avancer dans cette quête. Donc pour revenir à ma journée et ma routine, on va dire que ma première bonne habitude écolo au boulot, elle commence avant de partir de chez moi. J'emporte ma gourde d'eau. Depuis que je travaille, je crois que j'ai jamais acheté une bouteille d'eau en plastique pour boire. J'ai toujours une gourde. Parfois, j'emporte en plus un petit thermos avec une boisson chaude, souvent du thé ou un smoothie. Et j'emporte aussi souvent mon repas du midi, mais j'en parlerai plus en détail après. Donc ensuite, je sors de chez moi et la deuxième bonne habitude écolo, alors que j'ai encore pas mis un pied dans les bureaux, c'est quand même un des plus gros impacts environnementaux, c'est le mode de transport que j'utilise pour aller au travail. Je sors de chez moi avec mon vélo pliant, je pédale jusqu'à la gare, je monte dans le train avec mon vélo. Comme ça, dans le train, j'ai le temps de lire, de poster sur les réseaux sociaux d'écolo au boulot, de monter les épisodes de podcast, etc. Et puis à l'arrivée, je repédale un petit peu jusqu'au bureau. Si je suis pas en retard, je pédale doucement, histoire de pas trop transpirer. Ça, c'est le petit conseil si c'est un point qui vous inquiète. Mais bon, après 10-15 minutes sur un vélo, si on n'est pas trop habillé, je trouve qu'on n'a pas vraiment le temps de transpirer. Je vous dis ça parce qu'on n'est que 2 à 3% en France à aller au travail à vélo, 15% à utiliser les transports en commun, et plus de 70% des Français vont au travail en voiture, et c'est rarement en covoiturage. Donc les déplacements, c'est la part la plus importante des émissions de CO2 d'un Français, et la façon d'aller au travail façonne aussi tous les autres déplacements qu'on va avoir dans nos journées. C'est-à-dire que si
on va au travail en voiture, on va utiliser la voiture pour tous les autres déplacements. Alors que si on y va à vélo, c'est aussi ce mode-là qu'on va utiliser pour faire ses courses, aller au sport, récupérer les enfants, etc. Donc c'est un gros sujet à travailler en entreprise, même si c'est pas facile. Et je dis pas ça juste parce que c'est mon métier, mais bon, je sens quand même que c'est de mon devoir de bien en parler régulièrement. Bon allez, assez pédalé, 3e habitude, j'arrive au travail. Et là, j'appuie sur le bouton de la multiprise, sur laquelle sont branchés mon ordinateur, mon écran, ma lampe, etc. Donc, comme ça, l'objectif, c'est qu'il ne consomme pas d'énergie inutilement pendant la nuit, les week-ends et les vacances. Et en un bouton, je réenclenche tout. C'est beaucoup plus rapide que de tout débrancher un à un. Il faut savoir que l'équipement informatique, c'est environ 20% de la consommation d'énergie des parties tertiaires des bureaux. Et laisser en veille, c'est pas une option satisfaisante parce que le matériel, il va consommer 20 à 40% d'énergie en veille. Et même quand on éteint un appareil mais qu'il reste branché sur prise, il va continuer de consommer un petit peu. Donc on débranche tout quand on part, comme ça on est tranquille. Et donc voilà, moi pour que ça aille plus vite, j'appuie sur le bouton de la multiprise et ça fait pareil. Dans la foulée, j'ouvre la fenêtre aussi pour aérer parce que la pollution de l'air intérieur, c'est important aussi. Et je fais souvent pareil en milieu de journée d'ailleurs. Quelques minutes avant de me remettre à travailler, je renouvelle l'air. 4e étape de la routine écolo au boulot, c'est la pause café. Enfin, c'est surtout le matériel pour la pause café. Là où je travaille, on n'a pas de machine qui distribue des gobelets. C'est une cafetière à filtre classique et on utilise des mugs qu'on a ramenés de chez nous, qu'on nous a donnés ou des tasses de l'entreprise. Bon, il n'y a pas mieux pour limiter les déchets au moment de la pause café. Si vous avez des machines automatiques à votre travail, sachez qu'il est possible de les programmer pour détecter un mug dessous et éviter la distribution d'un gobelet. Et il y a certaines entreprises qui proposent même une ristourne sur le prix du café pour ceux qui utilisent leur propre tasse pour les encourager. Donc tout n'est pas perdu. Pour aller plus loin, je fais des recherches sur le café, sur son impact, sur les marques, sur les substituts, mais bon, pour l'instant, j'ai rien trouvé d'aussi satisfaisant que le café. C'est pas très local, parfois pas issu du commerce équitable, mais bon, je me limite en quantité. Une fois, on a fait un challenge 1 semaine sans café. C'était assez difficile, mais la plupart de mes collègues l'ont quand même relevé avec brio. Après un bon café et avoir refait le monde avec ses collègues, on est prêt à travailler avec cette 5e bonne habitude écolo au boulot, dans laquelle je vais regrouper tout ce qui est le poids du numérique, que ce soit les emails, le stockage de données en ligne ou l'usage du numérique. En France, une personne qui travaille va émettre en moyenne 360 kg de CO2 par an via son usage du numérique. Et on sait que ces émissions-là, elles sont en augmentation. Pour vous donner une idée, 360 kg de CO2, c'est comme prendre sa voiture pour aller de Paris en Estonie. Juste sur notre usage du numérique. Et ça, donc c'est sans compter la fabrication du matériel informatique, parce qu'un ordinateur, c'est carrément le double de CO2 pour le fabriquer. On est plus sur un vol Paris-San Francisco. J'avais déjà fait une série de 3 épisodes de podcast sur les manières de télétravailler en évitant de consommer trop d'énergie ou de CO2, où on parlait beaucoup de numérique. Vous pouvez les retrouver, c'était tout au début du podcast, les épisodes 4, 5 et 6. Donc si le sujet vous intéresse, ce sera beaucoup plus complet. Mais je vais quand même vous donner mes astuces d'usage plus responsable du numérique, ce que vraiment les choses auxquelles je pense pas, mais que je mets en place au quotidien en fait. Donc comme beaucoup de monde, la première fenêtre que j'ouvre en général, c'est ma boîte mail pour checker une éventuelle urgence qui bouleverserait le programme de ma journée. Donc pour tous les emails qui ne doivent pas être traités, lus ou classés, je les supprime directement pour ne pas avoir besoin de les stocker quelque part. Pour stocker nos emails et nos dossiers en ligne, il faut alimenter des serveurs qui consomment de l'énergie. Et donc plus on a besoin de stocker, plus il faut fabriquer du matériel et plus on consomme. Donc voilà, moi je m'en occupe tout de suite, comme ça c'est fait, pas de stockage. Pour ce qui est des newsletters qui prennent aussi souvent beaucoup de place dans nos boîtes mail, j'ai créé une règle dans ma boîte email, c'est un programme automatique qui classe directement toutes les newsletters dans un dossier que j'utilise pour faire ma veille. De manière très originale, ce dossier s'appelle Veille et je le consulte sur des créneaux dédiés pour pas perdre trop de temps. Régulièrement, je me désabonne aussi de ce qui ne m'intéresse pas ou de ce qui ne m'intéresse plus.
pour éviter qu'on continue à m'en envoyer. Créer des dossiers dans ma boîte email, ça m'évite aussi de devoir imprimer mes emails. Ça vous paraît peut-être dingue. Qui imprime encore ses emails aujourd'hui ? Mais bon, pour avoir jeté dernièrement 5 ans d'archives email et de papier de notes de réunion, je vous assure que ça se fait encore dans beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, on consomme en moyenne 3 ramettes de papier par mois et par personne. Moi, ça me paraît fou parce que j'imprime vraiment peu, notamment parce que je sais pas quoi faire de mes papiers après. Mais bon, forcément, si on imprime tous ces emails, ça va vite. Allez, 6e astuce, si vous écoutez de la musique au travail, passez plutôt par la radio, des web radios ou des sites de streaming audio sans la vidéo. Autrement dit, n'utilisez pas YouTube pour écouter de la musique, parce qu'en fait, ça va enclencher la vidéo. La vidéo, c'est ça aussi qui consomme beaucoup de données, donc d'énergie, augmenter les besoins de serveurs, etc., etc. Donc moi, dans ma routine, dès que je me mets en mode concentration, ne me parlez plus, je suis lancée sur mon dossier, je mets mon casque, qui est un casque reconditionné d'ailleurs, et une playlist soit de sons de la nature, soit de musique classique sur Spotify. Donc c'est un peu le signal à mon cerveau que là, hop, il est temps de se concentrer et de me mettre dans ma bulle. Souvent, j'écoute les mêmes playlists, donc elles sont téléchargées sur mon ordinateur pour consommer encore moins de data. Et comme ça, si je travaille dans un train, par exemple, même sans réseau, je peux les écouter. Plein d'avantages. 7e astuce, je vais vous partager ma checklist d'un email optimisé. Alors la première chose, c'est les destinataires. Moi, je mets les destinataires qui sont vraiment nécessaires. J'évite de mettre la terre entière en copie d'un mail. En fait, je mets les personnes qui ont vraiment besoin de lire cet email et c'est tout. Ensuite, si j'envoie une pièce jointe, c'est en général un PDF léger. Et sinon, je passe par les systèmes d'envoi en ligne, type WeTransfer, Smash ou Filever, pour ne pas charger la boîte mail de mon destinataire. Ensuite, je fais en sorte que mon mail soit lisible, je saute des lignes, etc. pour que mon destinataire il n'ait pas besoin d'imprimer mon mail pour le traiter, que ça soit agréable directement sur son écran d'ordinateur de pouvoir le lire. Et puis c'est aussi parce que c'est beaucoup plus sympa. Ensuite, je choisis la signature de mail appropriée. En fait, j'ai enregistré 3 signatures de mail sur ma boîte. En fait, vous pouvez changer en 2 clics votre signature de mail. Donc j'en ai une classique avec le logo de l'entreprise, toutes les coordonnées, la couleur, etc. Donc ça c'est pour les destinataires qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent peu. J'ai une signature allégée avec uniquement mon nom, le mail, le numéro de téléphone, pour les personnes avec qui j'échange régulièrement. Et pour mes collègues ou les personnes avec qui j'échange vraiment très souvent, je mets juste mon prénom, ça suffit. En fait, ce qui va compter dans un email, ça va être le nombre de destinataires, parce qu'à chaque fois qu'on en ajoute un, on augmente l'empreinte environnementale. C'est comme envoyer 2 lettres par la poste au lieu d'en envoyer une seule. Ensuite, c'est le poids de notre email. Plus il est lourd avec des pièces jointes, des images, des vidéos, et plus il consomme d'énergie. Et enfin, le stockage. Plus vite on supprime, plus vite on libère de la place sur les serveurs. Attention tout de même, dans tous ces impacts du numérique, le plus important et de loin, je le répète, c'est la fabrication de nos terminaux informatiques, les ordinateurs, les écrans, les téléphones, etc. Donc on prend soin de les garder longtemps, le plus longtemps possible. On peut faire des bourses en interne d'échange de matériel plutôt qu'en racheter du neuf, voire l'entreprise peut acheter du matériel reconditionné directement. Voilà, on ne sauvera pas la planète en supprimant nos mails, mais c'est une bonne habitude à prendre. Bon allez, maintenant qu'on a bien travaillé, c'est l'heure de la pause déjeuner et de ma 8e astuce dans ma routine écolo au boulot, c'est d'amener son repas préparé maison. Moi, mes plats d'ailleurs, ils sont facilement repérables dans le frigo du boulot parce que j'utilise des bocaux. Je trouve que c'est très pratique pour transporter à manger, j'en ai de différentes tailles, même pour la sauce salade, je récupère les petits pots en verre type échantillon de confiture et je peux tout faire réchauffer directement dans un pot, donc c'est parfait. L'inconvénient, c'est que c'est peut-être un petit peu plus lourd à transporter qu'une boîte en plastique, mais bon, je trouve que ça va encore. Et voilà, ça me permet de finir les restes de chez moi s'il y en a, comme ça je ne gaspille pas. Ça me permet aussi de manger végétarien et en grande partie bio et local sans me poser de questions, parce que dès qu'on va chercher chez un traiteur, une boulangerie, etc., on ne sait pas trop ce qu'on mange.
Mais voilà, donc si j'ai pas eu le temps, que j'ai pas eu envie ou la possibilité de me préparer quelque chose en avance, donc soit je vais en magasin bio, j'achète de la ratatouille en bocal que je mélange à de la semoule hyper rapide, soit je vais chercher quelque chose. Donc ce que je préfère, c'est une boutique à côté de mon travail qui fait des wraps. On peut choisir ce qu'on met dedans et le seul déchet avec lequel je repars, c'est la feuille d'emballage. Et j'ai vu d'ailleurs que cette boutique, elle a l'autocollant « Mon commerçant m'emballe durablement » de l'association Zero Waste. Ça veut dire qu'en fait, si je veux une salade ou un jus ou une soupe et que j'amène mon contenant, je suis sûre que ce commerçant, il sera d'accord pour me servir directement dans mon contenant, pour faire encore moins de déchets. Si jamais vous avez une cantine, je ne peux que vous recommander de faire attention au gaspillage. Les cantines, elles jettent environ 60% du contenu des assiettes. J'étais aberrée de voir ce chiffre-là. Il y a des restaurants d'entreprise parfois qui proposent déjà le tri en fin de repas. D'un côté les emballages, le recyclable, le pas recyclable, les déchets organiques. C'est déjà ça. Et puis certains vendent aussi ce qui n'a pas été consommé dans la journée ou dans la semaine pour rentrer à la maison avec un repas et limiter le gaspillage dans l'entreprise. Ça peut être assez pratique et puis en général c'est pas trop cher. J'ai une autre habitude, astuce en même temps que la pause repas qui est plutôt liée au bien-être, mais bon c'est quand même important pour moi. Ça va être de bouger un petit peu avant ou après manger, d'aller marcher 10 minutes, faire le tour du pâté de maison. Voilà, se mettre un peu au soleil, profiter de la lumière du jour. C'est pas forcément très long, mais ça aide à avoir une vraie pause dans la journée, je trouve. Et voilà, une vraie pause, ça permet de réattaquer au taquet. Allez, 9e habitude, c'est la veille sur l'écologie. Et oui, parce que pour bien agir, pour communiquer, il faut être bien informé. Donc moi en général, c'est en début de journée ou en début d'après-midi quand j'ai le temps, j'en profite pour faire un petit peu de veille. Soit je lis les pages des magazines auxquels on est abonné dans l'entreprise, soit les newsletters auxquels je suis abonnée. Pour vous donner quelques exemples, ça peut être Actu Environnement, Novétique ou des articles que je veux lire. En fait, quand j'ouvre les newsletters, quand je trie mes mails, je clique sur les articles qui m'intéressent et je les enregistre sur une application qui s'appelle Pocket. Et ensuite, quand j'ai le temps, je vais lire les articles. Donc là, par exemple, si j'ouvre mon application Pocket, j'ai des articles pour un réveil écologique, qui parlent de ce que les entreprises doivent faire pour améliorer leur impact environnemental. J'ai des articles du site l'infodurable.fr. Là, c'est un article sur l'empreinte carbone des entreprises. J'ai évidemment beaucoup de dossiers sur la mobilité parce que c'est mon domaine de travail. Voilà, là j'ai un dossier sur les bornes électriques, l'électrification des flottes de véhicules, le stationnement des vélos, la gestion du dernier kilomètre, des choses comme ça. Après voilà, j'ai aussi beaucoup d'articles et de newsletters thématiques sur mon sujet qui est la mobilité. Des ressources de la Banque des Territoires, de la Gazette des Communes, de l'APC Climat, de l'ADEME. Donc voilà, petit à petit, je repère les newsletters qui ont des articles qui m'intéressent et celles dans lesquelles je ne lis jamais rien. Et comme ça, je me désabonne de celles qui ne m'intéressent pas. Alors, 10e habitude, qui est aussi une astuce intéressante dans le domaine de la mobilité, qui est intégrée à ma routine quand j'ai des déplacements à faire, quand j'ai des rendez-vous, c'est que je ne prends pas systématiquement la voiture de l'entreprise. Je regarde à l'avance où se trouve mon rendez-vous et j'y vais soit à pied, si c'est à moins de 15-20 minutes, j'y vais à pied en général, soit en vélo. Comme je viens au travail à vélo, j'ai mon vélo sur place, donc c'est hyper pratique pour pouvoir me déplacer comme ça. Je peux aller à des rendez-vous dans toute la ville grâce à mon vélo et je gagne beaucoup de temps. Voilà, surtout s'il avait fallu que je me gare ou des choses comme ça. Je regarde aussi les transports en commun. Parfois, c'est plus intéressant, plus rapide selon là où je veux aller. Donc, ce que j'avais mis en place pour ça, c'était télécharger les applications de transport en commun de la ville pour... En général, la plupart maintenant ont des calculateurs d'itinéraire qui vous disent en temps réel quand partent les bus, d'où, etc. Et si la solution de transport en commun c'est un train, eh bien je peux combiner train et vélo pour aller à certains rendez-vous dans des villes. Le lieu de rendez-vous il n'est pas forcément en face de la gare. Ça arrive souvent que je fasse 5-10 minutes en vélo.
Mais en fait, ça se fait très bien. Et si vraiment c'est pas accessible à pied et à vélo, en transport en commun, on a des voitures de société. On peut aussi prendre des voitures en autopartage dans la ville d'ailleurs. Donc en priorité, je prends la voiture électrique d'entreprise, mais elle a une autonomie que de 200 km. Et parfois, j'ai besoin de faire des déplacements un peu plus longs. Donc ça suffit pas. J'ai déjà testé un rendez-vous un peu limite. J'ai dû couper le chauffage au retour alors qu'on était en plein hiver parce que j'avais peur que la batterie ne tienne pas. Mais bon, voilà, les débuts des voitures électriques, quoi. Donc au final, je pense que ça aurait été d'ailleurs parce qu'il restait de la batterie à l'arrivée. Mais voilà, j'évite de jouer avec ça quand même, et dès que je sais que ça risque de dépasser 200 km aller-retour, je prends une voiture thermique, voilà, si j'ai pas le choix. Et dans ce cas-là, j'ai co-conduit, même en voiture électrique d'ailleurs, j'ai co-conduit. C'est-à-dire que je ne roule pas trop vite, j'évite de ralentir, enfin j'anticipe les ralentissements, j'évite de piler, d'avoir des freinages brusques, j'évite de monter dans les tours, etc. Enfin bref, j'ai une conduite souple. Et la petite astuce dans l'astuce, c'est que quand je suis en déplacement, ça fait que ça ne me dérange pas tant que ça de me déplacer et que j'ai pas l'impression de perdre mon temps, c'est que j'écoute des podcasts sur l'écologie quand je me déplace. Voilà, donc comme ça je continue ma veille. C'est des moments où on peut pas forcément faire autre chose que conduire, marcher, etc. Enfin voilà. Donc j'en profite pour découvrir de nouveaux sujets et m'informer. Parfois je passe des coups de fil aussi, ça peut arriver pour organiser une prochaine interview, des choses comme ça. Et si je suis avec un collègue, ça peut m'arriver de proposer d'écouter un podcast dans la voiture. Par exemple, on a fait ça dernièrement. On a écouté un podcast, je crois que c'était sur la décroissance en entreprise, ou je sais plus exactement quel était le sujet. Mais voilà, c'est l'occasion d'en débattre dans la voiture, de partager ses points de vue. Et c'est assez sympa, si vous voulez sensibiliser ou juste partager ses impressions, ses ressentis avec quelqu'un. On arrive à la fin de la journée, je ressors mon vélo pour rentrer chez moi, ou pour aller ailleurs, ce qui est assez pratique avec le vélo pliant, c'est que je reste flexible pour me déplacer et je peux aller à peu près partout facilement, puis rentrer chez moi après, ou covoiturer et mettre mon vélo dans le coffre par exemple. Donc c'est aussi un autre avantage assez puissant, je trouve, de la mobilité en vélo pliant. Voilà, en une journée classique, tout ce qu'on peut mettre en place, tout ce que moi j'ai mis en place pour être écolo au boulot. C'est les astuces que je voulais partager avec vous pour cette reprise après les vacances. Évidemment, il y aurait plein d'autres sujets. J'ai pas parlé de chauffage, de climatisation, des lumières, de l'utilisation de papier pour s'essuyer les mains, ce genre de choses. Pour adapter tout ce que j'ai partagé à votre cas, n'hésitez pas à observer vos habitudes quand vous êtes au travail pour voir si vous êtes bien en accord avec tout ce que vous faites machinalement sans y penser. Vous pourrez peut-être changer une ou deux choses, mettre en place de meilleures habitudes et inspirer vos collègues. On touche à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Maintenant, c'est à vous de jouer pour réfléchir à votre propre routine écolo au boulot. Venez partager les habitudes dont vous êtes fiers sur les réseaux. On est sur Instagram et LinkedIn. Vous avez les informations dans la description de cet épisode. Et si vous voulez aller plus loin que vos habitudes personnelles, que votre routine écolo au boulot, ou que vous voulez changer des choses, le prochain atelier écolo au boulot, qui se tient en visio, sera sur ce thème-là, le thème planifier son année et ses objectifs écolo 2022-2023. Donc ce sera le jeudi 15 septembre à 18h30, ça dure 1 heure, et on va se motiver et se préparer à sensibiliser nos collègues, nos directions, nos partenaires, monter des projets ou poser des multiprises sur les bureaux, pourquoi pas. On va faire le tour en tout cas des moments clés dans l'année et se partager ce qui fonctionne. Donc voilà, donc venez avec nous, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Je vous laisse le lien dans la description de cet épisode aussi. Bonne reprise si vous êtes encore en vacances, et à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!